Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Plusieurs acteurs de la lutte contre la criminalité économique et financière en formation à Ouagadougou. Ces spécialistes passent en revue les techniques de détection des fraudes pour une meilleure gestion des dossiers d'infraction financière. Robert Mugabe s'accroche au pouvoir malgré les menaces de destitution qui planent sur sa tête. Le plus vieux président du monde n'accepte toujours pas de démissionner en dépit des injonctions de son parti, la ZANU-PF, qui lui avait donné un délai qui expirait ce matin pour quitter le pouvoir. Cela dit, les principaux acteurs de la lutte contre la criminalité économique et financière appelaient à partager les expériences à Ouagadougou. La rencontre qui s'est ouverte ce matin est destinée à renforcer leurs capacités sur les techniques de détection des fraudes pour une meilleure gestion des dossiers d'infraction financière. Les participants à cette formation sont des magistrats, des agents de la police judiciaire et des contrôleurs d'État. Reportage Adama Guiti, Maxime Zongo. Mieux s'armer pour lutter efficacement contre la délinquance économique et financière, voilà l'objectif affiché par cette formation. 5 jours durant, les participants, composés de magistrats, de contrôleurs d'État et de police judiciaire, vont passer en revue les procédures et méthodes d'analyse des rapports d'audit. Cet atelier vise à doter ces magistrats, officiers de police judiciaire, mais également à certaines structures qui procèdent à des audits, d'un cadre de discussion pour mieux comprendre à la fois ce qui est expliqué dans les rapports et pour mieux permettre aux magistrats chargés du traitement des infractions économiques et financières de donner leurs attentes aux structures chargées des audits en vue d'une meilleure concertation dans la lutte contre les infractions économiques et financières. Le contexte international de lutte contre la fraude et la corruption, les modalités pratiques d'exploitation des rapports, les indicateurs d'alerte pour identifier les situations de manipulation, autant d'aspects qui seront examinés à travers des études de cas. Par cette initiative, le ministère en charge de la justice entend doter ses enquêteurs d'outils performants à même de déjouer les pratiques criminelles, quelle que soit leur nature. Le ministère de la Sécurité met tous les atouts de son côté pour une franche collaboration entre les forces de sécurité et les journalistes. Une rencontre s'est ouverte ce matin pour permettre des échanges entre ces acteurs dans le cadre de la maîtrise des enjeux sécuritaires. L'Union européenne accompagne le ministère dans cette démarche. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogoba. Forces de défense et de sécurité et journalistes, deux entités appelées à travailler en synergie pour apporter leur pierre en vue de relever le défi sécuritaire auquel le Burkina Faso est confronté. Pour relever ces défis, ils devraient mettre à l'écart leurs divergences et collaborer ensemble. Cette plateforme d'échange et de dialogue qui leur est offerte est une occasion pour ces deux acteurs d'avoir des discussions ouvertes et des regards croisés à même de mieux appréhender les enjeux sécuritaires actuels et du même coup d'orienter le ministère en charge de la sécurité vers les solutions structurantes. C'est une véritable liberté de parole qui sera à l'œuvre au cours de cet atelier. Toute chose qui devrait, au sortir de cette rencontre, vous permettre, entre autres, d'abord de faire des recommandations pour l'amélioration de la collaboration entre médias et services de communication du ministère de la Sécurité et forces de sécurité intérieure d'une part, et entre médias et forces de sécurité opérationnelle d'autre part, et ensuite de renforcer les capacités des participants en matière de traitement de l'information sécuritaire et en matière de collaboration en période de crise. Soucieuses de faire face avec détermination aux défis sécuritaires, les autorités en charge de ces questions ont intégré la communication dans les moyens à mettre en œuvre pour endiguer cette menace. Une stratégie de communication qui sera passée en revue durant ces 2 jours d'échange. Les journalistes par devoir d'informer et la sécurité aussi par devoir d'assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. Donc sur le terrain, il y a forcément des antagonismes qui ne sont pas des conflits en tant que tels, mais ce sont des conflits de compétences qui sont légitimes, mais on peut dépasser ces conflits de compétences
pour se mettre d'accord sur un objectif commun. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso et est financée par l'Union européenne. Les 7e journées nationales des gestionnaires des ressources humaines se sont tenues à Bobo-Dioulasso. Les gestionnaires se sont retrouvés pour discuter autour du thème politique sociale et performance des organisations. Les spécialistes burkinabés des ressources humaines ont partagé leurs expériences avec des participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Sénégal. Reportage Bilidou Bazongo à Dissanamba. Issus de plusieurs entreprises publiques et privées d'Afrique occidentale et bien entendu du Burkina Faso, ces gestionnaires des ressources humaines sont ici à l'école de la politique sociale. C'est une rencontre qui se tient dans le cadre des 7e journées nationales des gestionnaires des ressources humaines. Et cette année, les participants ont 72 heures pour se pencher sur les liens qui peuvent exister entre la politique sociale et la performance des organisations. Quel est l'employé qui n'a pas besoin d'avoir une maison ? Quel est l'employé qui n'a pas besoin d'avoir une bonne prise en charge sociale pour lui et sa famille? Ce sont des questions. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin que ses employés soient contents d'être sur leur environnement de travail? C'est ce qu'on appelle le bien-être en entreprise. Ce sont autour de ces sous-thèmes-là que nous allons débattre aujourd'hui. Parce que quand vous avez des employés qui sont satisfaits, il est évident qu'ils vont se donner à l'entreprise, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les entreprises donc soient performantes. Il s'agit là de donner des nouvelles orientations à la profession des gestionnaires des ressources humaines dans le contexte économique actuel du Burkina Faso. Il touche effectivement le cœur de l'axe stratégique 2 du plan national de développement économique et social, qui voudrait bien sûr qu'il y ait le développement harmonieux du capital humain ici au Faso. Et tout part donc de l'homme et tout débouche aussi sur l'homme. L'association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines est une structure qui existe depuis une quinzaine d'années. Et ses assises annuelles sont un creuset de réflexion sur le renforcement des capacités des différents acteurs en matière de gestion des ressources humaines. Bobo-Dioulasso a aussi abrité le salon régional de l'artisanat Sara, une sorte de CIAO décentralisé. La manifestation a ouvert ses portes jeudi dernier et s'étale sur 5 jours. Le Sara se déroule autour du thème « Promotion de l'artisanat dans les régions ». Quelle contribution des acteurs locaux dans la mise en œuvre du PNDS? Les populations de la région ont une occasion, de découvrir les potentialités de l'artisanat burkinabé. Martin Zerbo, Moussa Sano. Un nouvel espace de promotion de l'artisanat au Burkina, dénommé Sahara, le salon régional de l'artisanat, est prévu pour être organisé pendant les années hors CIAO et de façon tournante dans les chefs-lieux de région. La première édition est lancée ici à Bobo-Dioulasso en présence des autorités et des acteurs du monde de l'artisanat. C'est une première expérience ici à Bobo. Et nous pensons que ça sera très bien pris. Et puis chaque région donc bénéficiera de ce salon-là. Et nous pensons qu'avec ça, bien sûr, les artisans vont se démontrer davantage. Des expositions ventes, des débats thématiques, des animations culturelles et artistiques. Voici entre autres le programme de la première édition du Sahara, le salon régional de l'artisanat Bobo 2017. Une initiative bien appréciée par les autorités, mais aussi par les acteurs du monde de l'artisanat. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. D'organiser ça à Bobo-Dioulasso. On aura des marchés ou bien peut-être des partenaires, voilà. Et puis les gens aussi vont nous connaître. Et moi, ce que j'ai retenu surtout pour cette première édition, c'est l'accent mis sur les acteurs locaux. Ce qui veut dire que si nous-mêmes, nous pouvons produire suffisamment de l'artisanat, il faut surtout aussi mettre l'accent sur la consommation de nos propres produits. Comme quoi, consommons ce que nous produisons. Ce salon régional de l'artisanat est une initiative du ministère en charge de l'artisanat à travers les CIAO, les salons internationaux de l'artisanat de Ouagadougou, dont l'ambition est de se rapprocher davantage des acteurs locaux.
Les ruines de l'Orépénie ont un nouveau comité local de gestion et de protection. Les membres du comité ont été installés dans leurs fonctions lundi dernier. Le nouveau comité local devra travailler à relever les défis de la gestion participative avec les communautés et surtout à travailler pour la protection du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gawa, reportage Oumarou Sagnon, Jacques Ouedraogo. Protéger et promouvoir les ruines de l'Orépénie, c'est la mission principale de ce nouveau comité local installé ici à l'Orépénie par le secrétaire général du ministère en charge de la culture. Pour remplir cette mission, il a invité les membres du dit comité à une franche collaboration. C'est vraiment travailler dans un esprit participatif et inclusif. En tirant les leçons du passé, on va arriver vraiment à mettre en place un comité de personnes engagées, des personnes plus responsables encore, et des personnes ayant une volonté ferme de faire aboutir vraiment le rayonnement de ce site-là sur le plan international. Composé de 11 membres issus des différentes couches socio-professionnelles, le nouveau comité local de gestion des ruines de l'Orépénie s'est engagé à réussir sa mission. Nous allons ensemble avec le comité mener des réflexions et proposer un calendrier, un programme d'activité. Et très prochainement, nous allons nous réunir. Nous allons convoquer une session extraordinaire et nous allons venir, vous voyez déjà comment est les alentours, nous allons voir pour une séance de nettoyage. Le nouveau comité local de gestion des ruines de l'Orépénie compte se mettre immédiatement à la tâche. Une séance de nettoyage du site et une campagne de sensibilisation est prévue à l'endroit des populations afin de lutter contre les feux de bourse et la divagation des animaux autour de la zone tampon des ruines. En rappel, les ruines de l'Orépénie sont un patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 26 juin 2009. Parlons maintenant santé. La vaccination néonatale contre l'hépatite B au centre de la réunion du comité de pilotage du projet NeoVac. Une préoccupation majeure car plus de 65 millions de porteurs chroniques vivent en Afrique. Le projet NeoVac vise à changer la donne en vaccinant le nouveau-né dès les premières 24 heures. Il est financé par la Fondation Total et mis en œuvre dans les Hauts-Bassins. En plus du Burkina, il couvre également le Sénégal et Madagascar. Amado Iliboudo, Yolande Lompo. L'hépatite B, un problème de santé publique dans le monde. Et l'une des recommandations de l'OMS depuis 2004 est de faire vacciner les nouveau-nés dès les premières 24 heures de leur vie contre le virus de l'hépatite B. C'est une maladie qui évolue parfois vers le cancer. Et on a remarqué que 3/4 des porteurs chroniques, donc les gens qui gardent le virus pendant longtemps, ont été contaminés très tôt dans l'enfance. Le continent africain à lui seul en compterait près de 65 millions de porteurs chroniques. Et le projet NeoVac se propose d'inverser la tendance. Une grande partie des naissances, on va dire, ne se passe pas vraiment en milieu hospitalier. Et comment capter justement ces enfants qui naissent dans des maisons, qui naissent à domicile, comment les capter rapidement pour les vacciner. Donc voilà tout l'enjeu en fait de ce projet-là, enjeu auquel on va arriver normalement à répondre avec différentes stratégies, qu'elles soient des stratégies épidémiologiques, mais également des approches anthropologiques, puisqu'il faut comprendre comment fonctionnent les gens, quels sont les circuits de décision dans la communauté pour pouvoir impliquer tous les acteurs autour de cette problématique. Aujourd'hui, il est question de partager les résultats de la première phase de ce projet mis en œuvre dans le district sanitaire de Dafra. Le ministère de la Santé est dans une dynamique de renforcement des infrastructures sanitaires afin que les formations sanitaires soient les plus proches des populations. Mais aussi, il y a des activités de sensibilisation, de communication des populations afin qu'elles puissent utiliser les services de santé. La Fondation Total et l'Institut Pasteur financent ce projet dans les 3 pays que sont Madagascar, le Sénégal et le Burkina Faso. Un orphelinat en détresse, celui de Zignaré. L'orphelinat Al-Walid bin Tatal Souka n'a plus les moyens techniques et financiers de prendre en charge les orphelins. Conséquence de cette situation, ces enfants vulnérables sont remis à des parents ou à des tuteurs. Les pensionnaires qui étaient avant l'insurrection d'octobre 2014 au nombre de 120 sont aujourd'hui une 60aine. Et leurs conditions de vie, sans le soutien des partenaires financiers, se dégradent de jour en jour. Roger Bebamba, Zalissa Sanfo signe ce dossier.
Des larmes et un cri de cœur qu'on ne peut exprimer, étouffé par un sanglot. Maman Clémentine Tiendrebego est mère de substitution ici à l'orphelinat Al-Walid Bint Al-Souka. Elle a le cœur lourd de voir ses enfants qu'on remet à leurs parents ou à des tuteurs parce que le centre n'a plus les moyens financiers et techniques de prendre en charge ses enfants. Je voulais que vous dites, le président regarde ces enfants-là. Ils sont tous ici des orphelins de père et de mère. Parfois, des orphelins partiels, des orphelins atteints du VIH, des enfants que l'on avait ramassés dans des cartons. Bref, chaque histoire d'enfant ici vous fend le cœur. Et c'est pour cette raison que les différents centres de l'action sociale du Burkina Faso les avaient identifiés et placés ici. On a les enfants de Bafora, Orodara, et les enfants de Dori, Kaya. En tout cas, presque dans toutes les régions, nous avons les enfants à notre niveau. Puisque c'est à l'intermédiaire de l'action sociale, en fonction des degrés de vulnérabilité, qu'on a procédé pour pouvoir retenir ces enfants dans le centre. À ces enfants, on avait donné une mère, la chaleur d'un foyer et l'espérance de changer le destin. La vie est bonne ici. J'ai des frères, j'ai des tantes et des mamans qui s'occupent bien de moi. Si je pourrais continuer mes études, je serais contente. C'est un rêve presque impossible aujourd'hui. Un jour du 30 et 31 octobre 2014, le ciel s'est assombri sur leur avenir. La fondatrice ayant quitté le pays, la plupart des partenaires n'ont plus le cœur sensible. Ils ont fermé les robinets et livré ces enfants à leur triste sort. À partir de 2015, avec la situation sociopolitique que notre pays a traversée, et au sein du village, les fonds se sont rarifiés, puisqu'on avait des partenaires qui prenaient en charge certaines familles. En plus de ça, on avait la subvention du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, qui subventionnait le budget du village. Donc, avec cette situation, on avait la rupture de tous ces partenaires. Donc, ça fait que, le fait qu'on avait un projet de construire le poste primaire qui allait abriter les enfants qui allaient avoir le CEP, la première promotion en 2015, à la sortie, il n'y avait pas le poste primaire. Donc, on était obligé de remettre les enfants dans leur famille. Remettre ces enfants à leur famille, une option qui ne réussit pas à beaucoup d'entre eux. Voilà Gaston, il est avec moi. Aujourd'hui, il avait sa grand-mère, orphelin totalement, mère et père. L'enfant la souffre, qui va payer son école? Ils maigrissent. Il n'y a pas à manger à la maison. Et tous ici, un appel aux âmes sensibles. Je lance un appel au président du Faso et à son épouse et à l'ensemble des bonnes volontés. Tous ceux qui peuvent de tout mettre en œuvre vraiment pour nous aider parce que pas pour que le village ne se ferme pas. Quand ça se ferme, c'est les enfants du Burkina Faso, c'est des orphelins du Burkina Faso. Donc si ça se ferme là, tous ces enfants-là vont devenir quoi? Ils vont repartir à la rue. Il n'a qu'à faire pardon, le président du Faso, de voir. C'est un cri de cœur des mamans. Ils étaient 120 enfants au départ. Aujourd'hui, ils ne sont que 63. La Fondation dit puiser dans ses dernières ressources pour sauver ce qui peut encore l'être. Mais pas pour longtemps encore. Pourtant, à la direction provinciale de l'action sociale, on croise toujours les doigts et on espère le miracle. On ne le souhaite pas. Moi, j'évite de faire sortir ce mot, mais parce que je me dis que les gens vont réagir. Les gens vont réagir parce que ce sont des enfants burkinabés qui sont dedans. L'orphelinat Al-Walid Bint Al-Souka doit refermer ses portes ou non. Il faut une option. Et pour chaque option, c'est sûr, une histoire s'écrira pour ces enfants. Mais laquelle?
Alors on espère que on ne va pas en arriver là et que ces cris de cœur seront largement entendus. L'ultimatum fixé par le parti au pouvoir à Harare, la ZANU-PF à Robert Mugabe, pour quitter le pouvoir est largement inspiré et rien de nouveau du côté du vieux président qui ne montre aucune volonté d'abandonner la présidence au profit de son vice-président. Robert Mugabe a pris tout le monde de court hier au cours d'une déclaration publique dans laquelle il n'a pas démissionné et mieux, il s'est dit toujours chef de la ZANU-PF. À 93 ans, Robert Mugabe refuse de céder à la pression. Dans un discours retransmis à la télévision dimanche, le président du Zimbabwe n'a pas annoncé sa démission, contrairement à ce qui était attendu. Pourtant, Robert Mugabe se retrouve bien isolé aujourd'hui. Lâché tour à tour par l'armée, puis par son parti politique, il a été sommé d'abandonner la présidence du pays avant lundi midi. C'est une page triste de l'histoire de notre parti révolutionnaire que le camarade Mugabe doive partir de cette manière. C'est un malheureux camarade, mais il s'était entouré d'une mauvaise cabale déterminée à renverser les acquis de notre lutte de libération. Aujourd'hui, c'est Emmerson Mnangagwa qui dirige les rênes du parti. Vice-président du Zimbabwe depuis 3 ans, il était pressenti pour succéder à Robert Mugabe avant que ce dernier ne lui préfère sa femme pour le remplacer. Une décision qui avait motivé le coup de force de l'armée du 15 novembre. La ZANU-PF a adopté il y a quelques minutes de cela la motion de destitution contre Robert Mugabe. Elle sera soumise au Parlement pour vote. La revue de presse des quotidiens avec Tobom Evelyne Dabiré. Les journaux reviennent aujourd'hui sur le démenti de l'ancien président Blaise Compaoré, accusé de complicité avec les djihadistes. La découverte des marchés d'esclaves en Libye est abondamment commentée. Revue de presse donc. Dans un communiqué transmis à la presse par le biais de ses avocats, le président déchu Blaise Compaoré dément tout lien avec les djihadistes sahéliens, rapporte aujourd'hui au Faso. Dans ce communiqué que publient les quotidiens, Blaise Compaoré a affirmé son attachement au Burkina, lequel attachement ne lui permet pas d'agir contre son pays. Il affirme alors dans le pays « Je ne peux accepter de lire ces derniers temps sous certaines signatures irresponsables et dévoyées par un combat politique dépassé que j'aurais pu avoir des liens coupables avec les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ceci est odieux, scandaleux, abject, tonne Blaise Compaoré. » Pourtant, informe aujourd'hui au Faso, il y a quelques jours, plusieurs photos du Mauritanien Mustapha Limam Chafi, l'ex-conseiller de Blaise Compaoré et du général Diendéré, son ex-bras droit, avaient été publiées, relançant du coup la controverse sur leur relation avec les cellules terroristes du Grand Sahel. À lire dans les parutions de ce jour, l'intégralité du dit communiqué. Autre actualité de ce jour, la découverte d'un marché aux esclaves en Libye suite à la diffusion d'un reportage de CNN, rappelle aujourd'hui au Faso. Compte tenu de la vidéo, des Sahariens vendus aux enchères comme des esclaves, explique le pays. Choquant, révoltant, répugnant sont les réactions à travers le monde par rapport à ces comportements d'un autre siècle, car 169 ans après l'abolition officielle de l'esclavage, en plein 21e siècle, une foire aux bestiaux sur le continent, berceau de l'humanité, a de quoi révolter. C'est proprement répugnant, écrit l'observateur Palga. Autre réaction, celle de Tripoli, qui promet ouvrir une enquête, rapporte aujourd'hui au Faso. Au-delà des réactions, le pays estime qu'il faut aller au-delà des larmes de crocodile pour agir. À ce sujet, la Côte d'Ivoire compte inscrire en bonne place la question libyenne à l'ordre du jour du sommet Union africaine et Union européenne. Mais ces hordes de désespérés ainsi marchandisés ne sont-ils pas la preuve vivante de l'incapacité des dirigeants à retenir leurs compatriotes au pays, s'interroge l'observateur Palga. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.